Romain Bertrand. Qui a fait le tour de quoi? L'affaire Magellan. Épisode 3. Vers l'Orient, par l'ouest, et cap au sud. Vers le 20 novembre 1519, 2 mois après avoir quitté l'Espagne, la flotte passe la ligne, c'est-à-dire franchit l'équateur. À la mi-décembre, elle fait relâche dans la baie de Guanabara, l'actuel Rio de Janeiro. La forêt tropicale est là, qui lèche les baraquements des quelques colons portugais qui se sont installés dans les replis de l'Anse. On s'attend à une débauche de superlatifs, à des hoquets de stupeur devant la luxuriance de la végétation, mais non, rien. Pigafetta se contente de noter, placide, qu'un perroquet vaut 8 à 10 miroirs et que les pécaris sont plaisants à regarder. La nature tropicale décontenance trop les Européens pour qu'ils la jugent belle, donc digne de description. Ce fouillis de vers, ces entrelacs de lianes et de ramets, les 1000 fermentations musquées des sous-bois, ils ne les comprennent pas. Ils sont habitués à la découpe nette des oliviers sur la terre rouge, aux fruits circonspects du noyer, au goutte à goutte des formes et des couleurs. Ici, tout déborde, tout déferle, s'étale, sans retenue, se répand à jet continu. Tout est trop confus. Même les Indiens sont décevants. L'arrivée au Brésil offre aux équipages leur tout premier moment d'exotisme, l'occasion de leur première rencontre avec des humanités distantes. Mais il n'est en aucun cas question de saine curiosité ethnographique, non plus que de sage compassion chrétienne. L'appréciation des mondes indigènes oscille entre la pitié et le dégoût. Ainsi, Pigafetta écrit-il à propos des Tupinamba: « Les hommes sont tondus et n'ont point de barbe parce qu'ils se l'arrachent eux-mêmes. Et pour tout habillement, ils ont un cercle environné des plus grandes plumes des perroquets, et ils s'en couvrent seulement la partie et endroit du cul, ce qui est chose ridicule. » Il y a souvent chez le conquistador quelque chose du touriste déçu, de celui qui, s'étant avant son départ fait une image trop nette de ce qu'il ne connaît pas encore, enrage, une fois sur place, que le réel déroge à son rêve. Le climat est trop ou pas assez humide. La nourriture est trop ou pas assez épicée. Les indigènes sont trop ou pas assez authentiques. Entendez qu'ils le sont presque trop quand ils se font berner par le moyen de quelques vétilles, et pas assez lorsqu'ils marchandent pied à pied. Mais la fascination n'est pas plus gage de chasteté que la condescendance. Ainsi, Magellan doit-il faire mettre au fer son propre parent, Duarte Barbosa, qui est son beau-frère ou le cousin de sa sœur selon les sources. Car Barbosa, séduit par les indiennes, souhaite rester au Brésil. Pigafetta lui-même consacre près de la moitié de sa description des mœurs des Tupinamba à leur pratique sexuelle, se désolant de ce que leurs femmes, ils ne les bailleraient pour nulle chose qui soit, et elles aussi ne feraient de tort à leur mari pour rien au monde. Puis, tous à bord des nerfs ne sont pas des nouveaux venus au Nouveau Monde. Une semaine après l'arrivée à Rio, le pilote de la Concepción, João Lopez Carvalho, parvient à retrouver le fils qu'il a eu avec une indienne, Juanilo. Ce Carvalho a vécu au Brésil 5 années. On sait qu'à son arrivée là-bas, en avril 1511, comme pilote de la nef Bertroa, venu charger du bois de Brésil, il avait acquis 9 esclaves, dont 6 femmes, 2 jaguars, 3 perroquets, 5 sagouins et 9 perruches. Puis que, désavoué par son capitaine pour une sombre histoire de vol d'outils, il s'était établi dans la baie de Guanabara, et que de là, un vaisseau de l'expédition de Juan Diaz de Solis l'avait ramené à Lisbonne en 1516. Âgé de 7 ans, Juanilo embarque aux côtés de son père. Il y a désormais un enfant à bord. Et la flotte descend, en sorte que sa position en latitude sud augmente. 24 degrés, 30 degrés, 34 degrés, 34 degrés de latitude sud, soit l'Argentine. Magellan passe près de 3 mois à explorer en vain l'embouchure et les alentours du Rio de la Plata, en quête du chenal menant de l'Atlantique au Pacifique. L'équipage s'amuse
à chasser les manchots et les otaries, à les décimer plus tôt. Nous en chargeâmes tous les 5 navires en 1 heure. Et la flotte continue à descendre. 36e degré, 38e degré, 40e degré. C'est l'implacable tic-tac des routiers de mer, ces journaux de navigation où s'égrènent les indications de trajectoire. Seulement voilà, plus l'on descend, et plus il fait froid. Un froid terrible, inimaginable pour des hommes nés sur les rivages andalous de l'Atlantique. La grogne s'installe parmi les équipages transis. Les signes funestes se multiplient. À la mutinerie de Juan de Cartagena succède le naufrage du Santiago, qui échoue à l'entrée d'un estuaire. 42e degré, 45e degré, 48e degré. Le 20 octobre 1520, parvenu à la pointe de la Patagonie, à l'extrémité méridionale de l'Argentine, par plus de 52e degré de latitude sud, Magellan envoie 2 nefs explorer une petite bouche au fond d'une baie. Commence, pour les équipages des 2 navires, plusieurs semaines de manœuvres délicates dans un dédale de pertuis battu par des vents violents et glaciaux. Les doigts se brûlent au cordage givré. La neige empèse les voiles. Le vin gèle dans les tonneaux, l'huile dans les barriques. L'huile qui gèle, personne n'avait jamais vu ça. C'est le malin à la manœuvre. Les 57 membres d'équipage du San Antonio jettent l'éponge, et leur capitaine au fer. Ils désertent et reprennent le chemin de l'Espagne, où ils accostent le 6 mai 1521, s'empressant alors d'aller témoigner contre Magellan, qui les a menés, disent-ils, aux portes de la mort. Ignorant tout de la désertion, Magellan attend plusieurs semaines le retour du San Antonio. Il fait pour cela mettre à l'ancre dans une anse baptisée baie des Sardines, où les marins se repaissent, outre des cupéidés en question, de tiges et de racines d'une variété de céleri sauvage, Apium australe, qui pousse en abondance dans les marais environnants. Ils en font aussi des conserves, avec ce qui reste des 30 hectolitres de vinaigre de Moguer chargé assez vide. Apium australe, un végétal qui ne paye pas de mine, de petites touffes compactes et proprettes, des allures de ciguë avec ses ombelles blanchâtres perchées au sommet des pétioles étiques. Ça n'a rien à voir, bien sûr, mais tout de même, ça fait parterre de géranium. Il fallait bien être plus paysan que marin pour penser à s'en nourrir. Le deuxième vaisseau, la Conception, poursuit sa besogne de reconnaissance se faufilant de cap en crique. Ce sont le chirurgien barbier Hernando de Bustamante, originaire d'Estramadour, et le marin Boccaccio Alonso, natif de Huelva, qui s'aperçoivent les premiers, au sortir du dédale, la mer du Sud. Ils en sont d'ailleurs récompensés par une prime de 4500 maravédis, soit près de 4 mois de solde. Le franchissement du détroit, ce détroit qui portera bientôt son nom, c'est le point d'orgue du voyage de Magellan, l'apax de son exploit. Pigafetta écrit « Les marins nous dirent qu'ils avaient trouvé le cap, et la mer grande et large, ce dont Magellan commença à pleurer de joie et donna à ce cap le nom de Cap de désir, comme une chose bien désirée et de longtemps requise. L'homme qui rejoint son désir, l'homme qui donne à cela même qu'il convoite le nom de sa convoitise, et qui, pour finir, abolit entre son rêve et lui tout écart en baptisant à sa semblance un danger en forme de détroit, tout le mythe de Magellan, pas moins de 5 siècles de légende, tiennent dans la ridule de ce moment, sont tapis là, dans cette encoignure du temps. Bien sûr, ça pourrait n'être presque rien, ce patronyme jeté sur une carte, ces quelques lettres semées à la volée sur un rivage gelé. Dans les futures consciences nationales chiliennes et argentines, c'est une béance et une blessure. Écoutez Pablo Neruda dans son chant général peindre la rage du grand découvreur et la souffrance du pays dont il frôle et fêle l'histoire d'un même mouvement brusque de l'esprit. Sur le canal navigue depuis peu la froide céréale
la barbe du combat, l'automne à l'air glacé, le blessé transitoire. Albatros l'escorte toujours, et la garcette de cuir rongé, les yeux débordent du regard. Et la souris dévorée regarde en aveugle, entre les mâts brisés, la splendeur irritée, tandis que la bague et l'os roulent dans le vide, glissant finalement sur la vache marine. Quel est le dieu qui passe? Regardez sa barbe pleine de verre, et sa culotte où l'air épais se colle et mord comme un chien naufragé. Son corps a le poids d'une encre maudite, et les flots sifflent et l'aiguillon accourt jusqu'à ses pieds ruisselants d'eau. Nautile des denses ténèbres du temps, éperon corrodé, vieux seigneur au deuil littoral, repère d'aigles sans lignage, source polluée, la fiente du détroit te pousse et commande, et ta poitrine n'a de croix, rien que le cri de la mer. Deux colères qui se coudoient, deux pâleurs qui s'effleurent. Et la Pentagonie, c'est aussi la rencontre d'une nouvelle humanité distante, tellement distante qu'elle n'en est plus vraiment humaine. Car il y a là des êtres primitifs, vêtus seulement de peau de bête et consommateurs de chair crue, qui vont ça et là avec leurs baraques comme font les gitans. Des créatures d'un entendement défaillant, à voix de taureau, et d'une taille 2 à 3 fois supérieure à celle des Européens. Ce sont les géants pentagons, avec qui Magellan en use comme de curiosités vivantes qu'il s'agit de capturer et d'encadrer. La façon de retenir ces 4 géants fut que le capitaine leur donna beaucoup de couteaux, ciseaux, miroirs, sonnettes et perles de cristal. Ils tenaient toutes ces choses en leurs mains, et cependant le capitaine fit apporter de gros fers qu'on met aux pieds des malfaiteurs. Le capitaine fit signe aux 2 qu'il voulait retenir, qu'on leur mettrait les fers à leurs pieds, et puis qu'ils s'en iraient, et ils firent signe de la tête qu'ils étaient contents. Malheureux comme les pierres du rivage auquel on les a arrachés. Les géants se laissent mourir de faim. Quand ce géant se trouvait mal, il demandait la croix, l'embrassait et baisait fort, lequel se voulut faire chrétien devant sa mort, et nous le nommâmes Paul. Paul n'est pas un prénom, à peine un requiem. Les Espagnols jettent leurs mots comme des linceuls sur les êtres. Ils ne parlent du monde que pour lui imposer le silence, le faire taire à jamais. Ces géants pentagons qui stupéfient tant les Espagnols au point qu'ils les relèguent au dehors de la condition de commune humanité, il nous est pourtant à nos lecteurs du XXIe siècle aisé de les identifier. De l'un d'entre eux, Pigafetta écrit « Il avait un très grand visage, peint de rouge alentour, et ses yeux aussi étaient peints de jaune par autour, et au milieu des joues, il avait 2 cœurs peints. Il n'avait guère de cheveux à la tête, et ils étaient peints de blanc. Des hommes à la chevelure couverte de cendres, qui arborent des peintures de guerre et se déplacent avec leurs baraques, entendez, avec des tentes. Ce sont des Indiens, bien sûr. Des pasteurs nomades, qui se déplacent avec leurs troupeaux de lamas, des bêtes bizarres, une sorte de chameau sans bosse, selon Francisco Albo.